Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on s'attaque à une notion absolument centrale de votre programme de terminale, l'art. Et on va essayer ensemble de construire une réflexion autour d'une question qui, vous allez le voir, a taraudé les philosophes depuis des millénaires. Mais au fond, à quoi ça sert l'art? L'enjeu, il est de taille. Il s'agit de dépasser cette idée un peu simple, l'opinion commune, qui voudrait que l'art ne soit qu'un divertissement, une jolie décoration. On va voir que c'est bien plus profond que ça. Pour y arriver, on va suivre un parcours en plusieurs étapes. On commencera par l'idée la plus ancienne, celle de l'art comme imitation. Ensuite, on verra si l'art ne pourrait pas au contraire révéler une vérité. Puis on explorera son rôle de refuge, d'évasion, et on terminera sur une question très actuelle. L'art a-t-il une mission morale, voire politique? Voilà, on entre directement dans le vif du sujet avec la question qui est vraiment le point de départ de toute la réflexion sur l'art en Occident. Si l'art, la plupart du temps, représente le monde qui nous entoure, est-ce que ça veut dire que son seul but, sa seule fonction, c'est d'en être la copie la plus fidèle possible? Une sorte de miroir de la réalité? C'est la première piste qu'on va explorer. Alors, pour analyser cette thèse de l'art comme imitation, le mot grec c'est la mimésis, retenez-le, il est important, eh bien on est obligé de faire un saut dans le temps, de revenir aux origines, à la pensée antique. Et là, on tombe sur un philosophe incontournable qui, disons-le clairement, se méfiait énormément des artistes. Il s'agit bien sûr de Platon. Pour lui, attention, l'art n'est pas juste une copie, c'est bien pire, c'est une illusion, un mensonge qui nous détourne du vrai. Ok, alors allons-y, plongeons dans cette argumentation qui est absolument fondamentale. Dans son grand ouvrage, La République, Platon nous explique sa vision du monde, ce qu'on appelle en philosophie une ontologie, c'est-à-dire une théorie sur les différents niveaux de réalité. Et pour que ce soit bien clair, il prend un exemple tout simple, celui du lit. Regardez bien. Au sommet, au plus haut niveau de réalité, vous avez l'idée du lit. C'est le concept parfait, éternel, la litéité si vous voulez. Un cran en dessous, vous avez le lit bien réel, celui sur lequel on dort, fabriqué par l'artisan. Lui, il n'a fait que copier l'idée, il l'a matérialisée, c'est donc déjà une copie. Et tout en bas de l'échelle, eh bien, il y a le tableau, la peinture du lit faite par l'artiste. Qu'est-ce que c'est? C'est l'imitation de la copie de l'artisan. L'œuvre d'art est donc pour Platon doublement à 2 degrés éloignée de la vérité qu'on ne peut atteindre que par l'intelligence. Cette petite phrase, elle résume parfaitement le verdict de Platon, qui est sans appel. Le problème de l'art, c'est qu'il nous fait aimer les apparences. Il nous enchaîne au monde sensible, aux illusions. Et en faisant ça, il nous détourne de la seule chose qui compte vraiment pour un philosophe, la recherche de la vérité, la contemplation des idées. L'art, pour Platon, c'est qu'une séduction dangereuse, un piège qui nous maintient dans l'ignorance. Bon, le procès de l'art semble fait, mais est-ce qu'on doit en rester là? Est-ce que cette condamnation est vraiment définitive? Et si on essayait de renverser complètement la perspective? C'est le principe même de la dissertation de philo, n'est-ce pas? Formuler une antithèse. Et si finalement l'art, loin d'être un mensonge, avait au contraire le pouvoir de révéler une vérité plus profonde, plus essentielle que celle qu'on voit avec nos yeux tous les jours? C'est ce qu'on va explorer maintenant avec un point de vue radicalement différent. Accrochez-vous bien parce que cette affirmation de Hegel est une véritable bombe philosophique. Le beau artistique est supérieur au beau naturel. C'est un renversement total de la perspective de Platon. Mais pourquoi? Comment l'œuvre d'art, qui est artificielle, pourrait-elle être supérieure à la beauté d'un paysage, d'une fleur? Eh bien tout simplement parce que pour Hegel, l'art est né de l'esprit humain et en cela il porte en lui une part de spiritualité. Le concept clé chez Hegel, le voici. L'art est la manifestation sensible de l'idée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'art rend visible, audible, tangible, quelque chose qui à la base est de l'ordre de la pensée, de l'esprit. C'est le moyen pour l'esprit, penser à la conscience humaine, à la culture, de se voir lui-même, de se comprendre en prenant une forme matérielle. L'art donne un corps à des idées, à la liberté, à la spiritualité, des choses qu'on ne peut pas simplement copier de la nature. Pour bien saisir cette idée, on peut prendre une analogie, celle du philosophe Plotin, bien avant Hegel. Imaginez 2 blocs de marbre identiques. Le premier est brut, tout juste sorti de la carrière. Le second a été sculpté par un artiste. C'est une statue magnifique. D'où vient la beauté? Pas de la pierre elle-même, la matière est la même. Non, la beauté vient de la forme, de l'idée que l'artiste avait dans son esprit et qu'il a su imposer à la matière. L'artiste ne copie donc pas le monde extérieur, il matérialise une vision intérieure. D'accord, on a donc vu 2 visions opposées, l'art comme copie, l'art comme révélation. Maintenant, changeons un peu d'angle. Et si on arrêtait de se demander ce que l'art est pour se demander ce qu'il nous fait? Et si sa fonction principale n'était pas de nous dire la vérité, mais de nous aider à vivre, d'être une sorte de refuge? C'est toute la perspective d'un autre grand nom de la philosophie, Arthur Schopenhauer. Alors, pour comprendre le rôle que Schopenhauer donne à l'art,
Il faut d'abord comprendre sa vision de la vie. Et autant vous le dire, elle n'est pas très joyeuse. Pour lui, la vie est fondamentalement souffrance. Pourquoi ? Parce que nous sommes tous animés par une force aveugle, une sorte de pulsion de vie qu'il appelle le vouloir vivre. Ce vouloir nous pousse à désirer sans cesse. Et qui dit désir, dit manque, dit frustration. On est dans un cycle sans fin de désir et d'ennui. Cette phrase résume bien la condition humaine vue par Schopenhauer. On est les esclaves de nos propres désirs. On court sans arrêt après quelque chose, et dès qu'on l'obtient, on désire autre chose. Bref, pas de repos, pas de bonheur durable possible. La grande question est donc, comment est-ce qu'on peut s'échapper, même pour un court instant, de cette prison du désir ? Et la réponse de Schopenhauer, c'est l'art. L'expérience esthétique, le moment où on est complètement absorbé par une musique, un tableau, un poème, nous offre une pause. Il appelle ça la contemplation désintéressée. Dans ce moment-là, on oublie qui on est. On oublie nos soucis, nos projets, nos désirs. Le vouloir vivre se tait. On n'est plus un individu qui veut, on est pur regard, pure conscience. Et cet instant, c'est un moment de paix absolue, une libération temporaire de la souffrance de vivre. Très bien, on a donc vu que l'art pouvait être une révélation ou une évasion. Mais il y a une autre question qui se pose et elle est de taille. Quand on dit « c'est beau », qu'est-ce qu'on est en train de faire exactement ? Est-ce juste une opinion personnelle, comme quand on dit « j'aime les épinards » ou y a-t-il quelque chose de plus ? Pour ça, il faut absolument passer par Emmanuel Kant. Attention, ce qui suit est une distinction conceptuelle absolument cruciale, un repère fondamental pour le bac. Kant fait une différence très nette entre ce qu'il appelle l'agréable et le beau. L'agréable, c'est purement subjectif et personnel. Si je dis « ce vin m'est agréable », ça ne concerne que moi, mes sens, mon plaisir, je ne m'attends pas à ce que tout le monde soit d'accord. Mais quand je dis d'une œuvre d'art « cette chose est belle », c'est totalement différent. Et voilà le point génial de l'analyse de Kant. Quand on porte un jugement sur le beau, même si ça part d'un sentiment personnel, on prétend à l'universalité. En disant « c'est beau », on ne dit pas juste « ça me plaît ». On dit « tout le monde devrait trouver ça beau ». On postule que n'importe quel être humain, s'il met de côté ses goûts personnels et ses intérêts, devrait ressentir la même chose que nous. On exige un accord universel, même si, bien sûr, on ne peut pas le prouver comme un théorème de maths. C'est un sentiment qui se veut universel. Allez, on aborde une dernière grande question, une question qui a pris une importance énorme, surtout au XXe siècle. L'art doit-il rester dans sa tour d'ivoire, purement esthétique, ou bien a-t-il un rôle à jouer dans la société, une responsabilité morale, voire politique ? Doit-il s'engager ? D'un côté, on a la fameuse doctrine de « l'art pour l'art », et cette phrase de Théophile Gautier en est le parfait étendard. Pour les partisans de cette idée, la grandeur de l'art, sa vraie valeur, vient précisément du fait qu'il est inutile. Il ne doit servir aucune cause, ni morale, ni politique, ni même commerciale. Il doit être totalement autonome pour pouvoir atteindre la beauté pure. Et de l'autre côté, en opposition totale, vous avez la figure de l'artiste engagé, incarnée ici par Albert Camus. Pour lui, c'est tout le contraire. L'artiste ne peut pas, ne doit pas fermer les yeux sur les injustices et les souffrances de son temps. Son devoir, c'est de prendre parti, de se mettre au service de ceux qui sont opprimés, de ceux qui n'ont pas la parole. Camus refuse l'image de l'artiste enfermé dans sa tour d'ivoire, cette réjouissance solitaire. Pour lui, l'art naît de la rencontre avec les autres, dans cet aller-retour perpétuel de lui aux autres. Dans cette perspective, l'art n'est plus un simple objet de contemplation. Il devient une arme, un moyen de créer de la solidarité, de lutter pour la vérité et la liberté, et de rassembler les êtres humains autour de ce qu'ils ont en commun. Bon, nous voilà au terme de notre parcours. On a traversé des théories très différentes, parfois complètement opposées. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? Comment on répond finalement à notre question de départ ? À quoi sert l'art ? Ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas une seule réponse. C'est ça, la richesse de la philosophie et de l'art. L'art, ce n'est pas une chose, c'est un phénomène incroyablement complexe qui peut remplir plein de fonctions à la fois. Ça peut être une imitation qui nous fascine, comme le pensait Platon, mais aussi une révélation qui nous ouvre l'esprit, à la manière de Hegel. Ça peut être un refuge qui nous sauve de la douleur de vivre, comme chez Schopenhauer, ou le lieu d'un partage universel, comme l'a analysé Kant. Et ça peut aussi être un outil de combat, comme le voulait Camus. La grandeur de l'art, c'est peut-être de pouvoir être tout ça en même temps. Pour finir, je vous laisse avec cette phrase fulgurante de Nietzsche « L'art nous est donné pour nous empêcher de mourir de la vérité ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Peut-être que la fonction la plus profonde de l'art, ce n'est pas de nous montrer la réalité telle qu'elle est, dans sa crudité, sa violence parfois, c'est plutôt de nous aider à la supporter, à la transformer, à la rendre belle et désirable.
L'art, ce serait ce qui nous donne la force de dire oui à la vie, même quand elle est difficile. Voilà une piste de réflexion pour continuer à penser par vous-même. Merci de votre attention.